Tu es simplement moins importante. Cette phrase, prononcée par mon propre père, n'était pas seulement une blessure, c'était un verdict. Elle résonnait dans le silence de son bureau plus fort que n'importe quelle scie circulaire de l'atelier où j'avais grandi. Moins importante. As-tu déjà mis tout ton cœur, toute ta vie dans quelque chose, pour entendre ensuite que tu vaux moitié moins qu'un autre? Pas de la bouche d'un inconnu, mais de celle de la personne dont tu espérais le plus la reconnaissance. Pour moi, ce n'était pas un cauchemar. C'était la réalité froide et amère de 10 années de ma vie. 10 ans à me saigner pour l'entreprise familiale pendant que mon frère récoltait les lauriers, et un salaire 2 fois plus élevé. Mais cette phrase, ces 2 mots, étaient différents. Ce n'était pas seulement une injustice de plus. C'était l'étincelle qui allait mettre le feu à un baril de poudre que mon père et mon frère ignoraient que je portais en moi. Un feu qui réduirait leur petit royaume confortable en cendres. Si je ferme les yeux, je la sens encore, la poussière de sueur et le vernis frais. Pour la plupart, c'est une simple odeur. Pour moi, c'était le parfum de mon père, la promesse de notre maison. C'était le cœur de l'atelier Bertin Menuiserie, que mon père tenait de mon grand-père. J'ai grandi entre des piles de planches. Mes premiers gribouillages étaient des croquis sur des plans usés. J'étais fasciné par cet art qui consiste à transformer un morceau de bois brut en quelque chose de presque poétique. Pour moi, la question de mon avenir ne s'est jamais vraiment posée. Pendant que d'autres rêvaient de grandes villes, je rêvais d'assemblage parfait et de lignes épurées. Je n'étais pas seulement apprenti, j'étais l'avenir. J'absorbais le savoir ancestral, mais j'apportais aussi un monde nouveau. Design contemporain, flair pour les tendances, aisance avec les clients que mon père n'aurait jamais osé approcher. J'étais la voix souriante au téléphone, celle qui transformait des envies floues en plans précis, celle qui restait jusqu'à minuit pour vérifier une dernière fois le veinage d'un chêne. Je n'aimais pas seulement ce travail, il était ma vie. Mon frère Julien, de 2 ans mon aîné, était différent. Ce n'était pas un mauvais menuisier, mais le feu lui manquait. Pour lui, l'atelier était un emploi, une évidence familiale. Il arrivait à l'heure, repartait à l'heure, et laissait le travail derrière lui. Aux yeux de mon père, pourtant, c'était lui l'héritier, le porteur du nom, le fils. Et moi, je n'étais que la fille. Douée, indispensable, oui, mais la fille quand même. Au début, ce n'était qu'un malaise diffus. Je me répétais que ma valeur finirait bien par s'imposer. J'étais naïve. Dans une partie dont les cartes sont truquées, le talent ne suffit pas. Et chez nous, c'est mon père qui tenait le sabot. Les premières années après mon diplôme furent une ivresse. J'ai créé un site moderne, construit une présence sur les réseaux, décroché des projets que personne n'aurait imaginés. Mon premier grand triomphe fut un boutique-hôtel. J'ai conçu tout l'aménagement, du hall aux suites. Mois de travail, nuit blanche, sans détails revus encore et encore. La presse locale s'enthousiasma pour « la nouvelle signature Bertin ». J'ai découpé l'article, l'ai épinglé au-dessus de mon bureau. Mon père m'a tapoté l'épaule, « Beau travail, ma fille ». Le soir, au dîner, il leva son verre à Julien, qui avait si bien géré la production. Il avait certes commandé le bois, supervisé l'atelier. Important, bien sûr. Mais j'étais l'architecte de ce succès. Moi, je fus mentionné en passant. J'ai souri et avalé ma fierté avec le vin. Mais un petit dard s'était planté quelque part en moi. Ce dard grandit. Les projets prestigieux s'enchaînèrent, la grande bibliothèque d'un cabinet d'avocats, un lit suspendu pour un collectionneur excentrique, la cuisine de rêve d'une jeune famille. Le schéma restait le même. J'étais le cerveau créatif, le visage face au client. Julien exécutait. Mon père louait en long et en large le leadership de mon frère et ma précieuse aide. Puis est venue la claque chiffrée. Un après-midi de pluie, notre comptable était malade, j'avais besoin de documents pour la banque. Je pris le mauvais classeur. Pas les bilans, les fiches de paie. Mon regard tomba sur mon nom, 2500 € brut. Juste en dessous, Julien, 5000 € brut. Le double. Noir sur blanc. Ce n'était pas une erreur, c'était une politique. Un nœud de glace se forma dans mon ventre. Mon propre père payait son fils exactement 2 fois mieux que sa fille, qui apportait l'essentiel des contrats. Le reste de la journée se déroula dans une sorte de brouillard. 2500. La somme tournait en boucle.
Je repensais à toutes ces nuits où je restais à l'atelier pendant que Julien était déjà chez lui, aux week-ends sacrifiés, aux relations clients patiemment construites. 2500 €, à peine de quoi payer un petit appartement en ville, pendant que Julien venait d'acheter une maison, financée en bonne partie par des projets que j'avais initiés. Le soir, j'ai rassemblé tout mon courage. Ma mère était déjà couchée. Mon père lisait au salon, un verre de vin à la main. « Papa, je suis passé au bureau aujourd'hui. Je suis tombé sur les bulletins de salaire. » Il leva les yeux, sans surprise. J'ai vu que Julien gagnait le double de moi. Je ne comprends pas. Je ramène les plus gros contrats, je fais les plans. Pourquoi? Il soupira comme si j'étais une enfant qu'il fallait remettre à sa place. Ma chérie, Julien reprendra l'entreprise. Il a une famille à nourrir. Son rôle pour l'avenir de la maison est simplement plus important. Plus important. Le mot tomba comme un coup de marteau. Tout ce que j'avais donné était ramené à un détail. Plus important, j'ai décroché l'hôtel, le cabinet d'avocat, tous ces nouveaux clients. Sans mes idées, on fabriquerait encore les mêmes commodes d'il y a 20 ans. Il fit un geste vague. Tout ça est très bien. Tu es une grande aide. Mais Julien est le fils, le continuateur de la lignée. C'est une forme de valeur que tu ne peux pas comprendre. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, l'illusion enfantine qu'un père est forcément juste. Devant moi, je ne voyais plus un modèle, mais un homme enfermé dans ses schémas, incapable de me voir autrement que comme un soutien. Je me levai sans un mot. Que répondre à quelqu'un qui vient de t'expliquer que ton sexe vaut une décote de 50%? La douleur céda la place à une colère glacée. Et cette colère devint mon carburant. Extérieurement, rien ne changea. J'arrivais à l'heure, je souriais aux clients, je dessinais des meubles. Intérieurement, tout était différent. Je n'étais plus la bonne fille, j'étais une observatrice. Je voyais Julien arriver en retard et mon père plaisanter au lieu de gronder. Je le voyais présenter l'une de mes idées comme la sienne, et mon père acquiescer fièrement. Là où autrefois j'aurais été blessée, je ne ressentais plus qu'une froide confirmation. Je n'avais pas ma place dans leur récit. Ma chambre devint mon quartier général. Le jour, fille obéissante. La nuit, architecte de mon propre destin. Je passais des heures à me renseigner sur la création d'entreprises, à monter un business plan. J'apprenais les bases du droit fiscal, des assurances, des statuts. Je calculais chaque euro d'économie. Les années passées chez mes parents, à payer peu de loyer, m'avaient permis de mettre de côté de quoi tenir 6 mois. Je griffonnais des logos jusqu'à 3 heures du matin. Je rédigeais, réécrivais, polissais la philosophie de ma future maison de design. Plus je travaillais, moins j'avais peur. À la place, une excitation fébrile montait. Pour la première fois, mon avenir ne dépendrait que de moi. Le détonateur final vint 2 mois plus tard. J'avais passé des semaines à courtiser un important client, un entrepreneur dans la tech, Monsieur Keller. Il voulait un aménagement complet pour sa nouvelle villa, un projet colossal, capable de faire bondir notre chiffre d'affaires. Un vendredi après-midi, il m'appela. « Mademoiselle Bertin, vos plans sont exceptionnels. Nous vous confions le projet, à une condition. C'est vous qui le dirigez personnellement. Vous êtes la raison pour laquelle je choisis votre atelier. » J'étais sur un nuage. C'était la reconnaissance ultime. Je fonçai au bureau de mon père. « Papa, on l'a eu. Keller a signé. » Il eut un sourire étrange. « Excellente nouvelle. Beau travail préparatoire. » « Préparatoire ?» Il se racla la gorge. « Je pense que ce sera l'occasion parfaite pour Julien. C'est un grand projet, il doit montrer qu'il peut le gérer. Il sera chef de projet. Tu l'aideras, bien sûr. » J'ai senti le sol se dérober. « Pardon ? Keller m'a dit clairement que c'était moi qu'il voulait à la tête du projet. » Les clients disent beaucoup de choses. Julien a besoin de cette expérience en tant que futur dirigeant. Ne sois pas égoïste, Clara. C'est une victoire pour toute la famille. Égoïste. J'étais égoïste parce que je refusais de céder le fruit de mon travail pour muscler le CV de mon frère. À cet instant, j'ai su qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je ne me suis pas disputée. Je suis simplement sortie pour aller à mon bureau. J'ai pris une feuille, tracé 2 colonnes. À gauche, les noms de mes clients, ceux dont j'avais gagné la confiance. À droite,
des notes sur le potentiel de chacun. Puis j'ai commencé la partie la plus risquée de mon plan. Le soir, de mon téléphone privé, je les ai appelés un par un. Madame Schmidt, je vous appelle à titre personnel. Je vais quitter l'atelier Bertin et fonder mon propre studio. Un silence, puis. Je ne suis pas étonnée. Vous avez toujours été la force motrice. Que est-ce que cela change pour notre prochain projet? Tout dépend de la personne avec laquelle vous souhaitez travailler. Une enseigne ou la personne qui connaît votre vision. Sa réponse fut immédiate. Envoyez-moi vos nouveaux papiers. Nous travaillons avec vous. Le modèle se répéta. Le cabinet d'avocats, la jeune famille, chacun me dit en substance la même chose. Nous avons toujours travaillé avec vous. C'est vous que nous voulons. Le dernier appel fut pour Monsieur Keller. Quand je lui expliquai que mon père voulait confier le chantier à Julien, il eut un petit rire sec. Absolument hors de question. Mon contrat, je le passe avec la personne qui a la vision. Si cette personne quitte l'entreprise, le contrat la suit. Prévenez-moi dès que votre structure est en ordre. Le projet sera à vous. Ce soir-là, dans la pénombre de ma chambre, ma colère se transforma en une force tranquille. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une délivrance. Je ne volais rien. Je reprenais simplement ce qui m'appartenait depuis le début. Mon talent, mes relations, ma valeur. 2 semaines plus tard, un lundi matin, tout était prêt. Ma micro-entreprise, Clara Bertin Design, était enregistrée. J'avais loué un petit bureau lumineux. Les premiers contrats étaient prêts à être signés. Je mis mon blazer préféré, ma sorte d'armure. Puis j'allais frapper à la porte du bureau de mon père, avant d'entrer sans attendre. Je déposai 2 feuilles sur son bureau. « Que est-ce que c'est » demanda-t-il. La première, c'est ma démission. La seconde, la liste des clients qui ont résilié leur contrat ce matin pour travailler avec mon studio. Je le vis pâlir. Sur la liste figurait le boutique-hôtel, le cabinet d'avocats, Monsieur Keller, et d'autres noms qui représentaient près de 70% du chiffre d'affaires. Tu n'as pas le droit. Ce sont nos clients. C'est du vol. Je laissai échapper un rire froid. Du vol? Est-ce que j'ai volé la reconnaissance que tu m'as refusée pendant des années? Non, papa. C'est juste le marché. Les clients ont choisi la personne qui leur apporte de la valeur. Je suis désolée pour toi que cette personne ne soit pas ton fils. Julien entra à ce moment-là. Que est-ce qui se passe? Elle nous quitte et elle emporte nos clients, lança mon père en lui tendant la feuille. Julien blêmit. Mais, pourquoi? Demanda-t-il, sincèrement abasourdi. C'était ça, le plus ironique, il n'avait jamais vu le problème. Demande à papa, répondis-je simplement. Je traversai l'atelier une dernière fois. L'odeur du bois, qui avait été toute ma vie, ne me retenait plus. Je montai dans ma voiture. Pour la première fois, l'odeur du plastique neuf avait le goût de la liberté. Les premières semaines furent un enfer, mais c'était mon enfer. Je travaillais jusqu'à 18 heures par jour. J'étais à la fois designer, comptable, commercial et femme de ménage. À 6 heures du matin, déjà devant l'écran. À midi, rendez-vous client. Le soir, dossiers administratifs, devis, factures. Il y eut des moments de doute, des soirs où la solitude me pesait. Mais à chaque fois, un mail enthousiaste, un acompte versé, un projet accepté me rappelait pourquoi j'avais tout quitté. Les appels de ma famille n'aidaient pas. Mon père oscillait entre colère et supplication. Pense à la famille. Je pense à la famille que je fonderai un jour et que je traiterai équitablement, répondais-je avant de raccrocher. Ma mère me demandait de revenir pour la paix. Maman, il n'y a jamais eu de paix. Il n'y avait que de la soumission déguisée. Julien m'appela une seule fois. Je ne comprends pas pourquoi tu es si en colère. Papa a toujours dit qu'on était tous importants pour l'entreprise. Voilà bien le problème, répondis-je. Tu n'as jamais eu besoin de comprendre. Tu étais déjà de l'autre côté de la balance. La vraie validation est venue de mes clients. Monsieur Keller versa un gros acompte. La propriétaire de l'hôtel me confia l'extension du spa. Au bout de 6 mois, j'embauchai mon premier salarié, puis une assistante. Mon studio grandissait lentement, mais solidement. Je payais mes employés correctement, sans différence entre hommes et femmes.
J'avais juré de ne jamais reproduire ce que j'avais vécu. 1 an après mon départ, je passais devant l'ancien atelier. Un panneau, à vendre, pendait à la grille. J'avais entendu dire qu'ils avaient dû licencier, qu'ils se contentaient de petits travaux, que Julien peinait à gérer la production. 3 mois après ma démission, mon père avait tenté une dernière manœuvre. On peut renégocier, avait-il dit d'une voix rauque. Ton salaire, ton poste. Ça n'a jamais été seulement une question d'argent, avais-je répondu. C'était une question de respect. Et ça, on ne renégocie pas après coup. Une part de moi ressentait une certaine tristesse. Mais une part plus grande éprouvait une forme de satisfaction paisible. Pas parce qu'il souffrait, mais parce que la logique était implacable. Ils n'avaient jamais compris ma valeur, jusqu'au jour où ils ont dû payer le prix de mon absence. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Clara Bertin Design prospère. Nous sommes 10 dans l'équipe, et nous avons une liste d'attente. Je me suis construit une vie dans laquelle je suis respectée, surtout par moi-même. J'ai appris que la loyauté ne se réclame pas au nom du sang. Elle se mérite. Et qu'il vaut mieux partir d'une maison qui te considère comme moins importante, plutôt que d'y passer ta vie à prouver que tu vaux, toi aussi, un salaire complet.